commencer, on va partir de ce que vous connaissez, c'est-à-dire l'agile dans le logiciel. Donc là, on va être assez court, mais disons que dans le logiciel, la culture de l'agile est répandue. Elle n'est pas toujours appliquée avec toutes les règles qu'il faut, de la manière qu'il faudrait partout. Mais en tout cas, quand on parle à des développeurs, parler de l'agile, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Mais dans d'autres domaines, donc comme dans l'industrie par exemple, c'est beaucoup moins évident. Et notamment dans une industrie aussi fermée que l'industrie militaire. Donc l'un des exemples qu'on a dans l'industrie, c'est le développement d'un avion de chasse suédois en fait, qui a été développé par Saab, une société suédoise. Et l'idée, donc ils ont repris les principes du Scrum, donc avec un développement itératif. Après, ils ont découpé également l'avion en différentes parties, donc le logiciel, l'armement, le moteur, etc. Et l'idée, c'était de faire voler l'avion le plus tôt possible. Voilà. Après, c'est pas évident, j'imagine que pour le faire voler, il fallait déjà arriver à un certain niveau de design. Mais les résultats sont là, puisque là, on voit en termes de coût, le coût de développement est presque un dixième du coût de son concurrent américain. Donc c'est vrai que les Américains ne font jamais dans la dentelle en termes de coût, mais quand même, là, c'est pas mal. Donc toujours un petit peu piloté par un échange de l'agile hardware qui est Joe Justice. Il y a ce projet intéressant de Wikispeed, en fait c'est une voiture qui est conçue en mode agile, donc avec des systèmes de Scrum, et qui est également en open source, donc on peut avoir les modes de fabrication si on peut le fabriquer. Et donc ça c'est toujours la même notion en fait d'aller par étapes, de commencer par les roues, après on a une espèce de chariot, après on met des gens dedans avec ce qui ressemble à un siège, et puis on met des capots pour les protéger, etc. Joe Justice donc, a fait une sorte de manifeste qui est dérivé du manifeste agile, mais pour le hardware. Et il y a deux points qui sont un peu différents du hardware, c'est la notion de module. Bon, c'est un peu vrai dans le hardware aussi, mais dans le software aussi, mais dans le hardware c'est fondamental. Pour être agile, en fait, il faut arriver à décomposer l'objet fini en petites parties relativement autonomes qui parlent avec les parties, les autres parties en fait via un contrat d'interface. C'est-à-dire elles disent, ben, moi je touche cette partie via je sais pas, un boulon, je sais pas quoi. Et ça c'est une notion qui est intéressante. Après il y a de l'agile bon, dans beaucoup de domaines. Dans le RH par exemple, on peut citer des expérimentations où on va proposer une politique RH ponctuelle et après on va si elle marche bien, on va la développer, si elle marche moins bien, finalement ce sera un essai pour rien. Et pardon, en marketing, il y a un exemple intéressant mais qui ressemble aussi au RH, c'est le gros hacking où on va prendre une expérimentation, on va définir un peu des outputs, des métriques en fait qu'on attend, on va voir si ça marche, si ça ne marche pas, pour finalement arriver à trouver la meilleure solution. Et ça c'est une slide que j'ai trouvée il y a juste 5 jours, qui a été publiée par un organisme qui s'appelle World Economic Forum, en fait, qui parle de ville agile en fait. Donc les villes agiles c'est un peu un concept flou, mais l'idée est quand même que les villes vont devoir se changer très vite avec le changement climatique, il y a des enjeux énormes. Et également on voit que ces changements ne viennent pas par le haut, ils ne viennent pas forcément par les États qui vont décider à la place, mais plutôt par le bas en fait. Donc comment chaque partie de la ville peut être modulaire et agile. Et donc ça c'est intéressant parce qu'on va retrouver notre partie, là ils ont découpé en 6-7 briques en fait, de la gouvernance jusqu'à l'énergie, la mobilité, mais également les bâtiments en fait, agile building. Donc ça nous amène à notre sujet, le bâtiment. Donc le bâtiment, me direz-vous. Donc dans le bâtiment, déjà pour prendre un peu de recul historique, déjà la transition numérique a été plutôt lente. Et donc on voit que avant, dans les années 60, 70 même, on était encore sur des grandes planches comme ça. Et puis finalement la numérisation, ça a été juste de passer ces grandes planches sur des ordinateurs. Donc la planche à dessin est devenue une planche à dessin numérique. On a ajouté assez peu d'intelligence, contrairement à d'autres industries. Et même peut-être finalement l'espace sur l'écran, bon là déjà il a 2 écrans, mais au début on avait un petit écran 14 pouces. Et donc finalement au niveau collaboration et ouverture d'esprit, il y avait quand même, finalement la technologie a été plus une réduction qu'un agrandissement. Donc finalement on arrive quand même à produire des bâtiments assez sophistiqués, souvent d'ailleurs avec des logiciels qui ne sont pas forcément issus
du bâtiment qu'on vient chercher ailleurs. Mais en général, dans ces bâtiments, on entend plutôt parler dans les titres des unes des journaux des dérapages budgétaires ou éventuellement de planning. Donc voilà, ça se fait pas malheureusement de manière ni fluide ni sans heurts. Et de manière plus générale, on sait qu'il y a une crise globale du logement avec des problématiques de coûts et globalement on n'arrive pas à avoir des baisses de coûts de la fabrication des bâtiments. Donc il y a des vrais problèmes structuraux dans cette industrie, en particulier parce que les entreprises, c'est une industrie avec des petites entreprises qui travaillent ensemble, et comme c'est une industrie à faible marge, souvent en fait les entreprises essayent de grappiller la marge de l'autre. On travaille ensemble sur un même projet, mais en fait on travaille plutôt les uns contre les autres que plutôt ensemble malheureusement. Donc ça crée souvent des ambiances, les chantiers en général, les discussions sont assez musclées, et donc souvent on aborde les problèmes la résolution des problèmes est plutôt abordée sous l'angle technique et plutôt sous l'angle organisationnel. On ne se pose jamais la question de mieux travailler ensemble, on est plutôt à sortir des fiches techniques les uns contre les autres pour essayer de régler le problème par la technique et non pas par l'organisation. Donc il y a cette fameuse courbe où on voit que de toutes les industries, l'industrie des bâtiments a une productivité qui stagne depuis des années, voire qui décroît peut-être légèrement. Et donc si on classe les problèmes qu'il y a les plus récurrents dans cette industrie, donc, le plus souvent des problèmes de conception et de documentation, changement de périmètre du client, donc ça c'est assez classique, des erreurs pendant la construction, on peut voir un bel exemple à droite, et des retards dans les décisions, et mauvaise communication et diffusion des documents. C'est quelque chose qui s'applique aussi ailleurs, mais en tout cas c'est particulièrement prégnant dans le bâtiment. Donc les startups quand même arrivent doucement dans le bâtiment. Là on voit un exemple de Catera, si on parle par la préfabrication en particulier, donc c'est une start-up aux États-Unis qui a levé quand même plusieurs centaines de millions d'euros déjà, mais a priori les derniers signaux n'étaient pas très positifs, donc on se demande si vraiment ils vont arriver à bouger cette industrie ou pas. Alors le facteur qui pourrait faire un peu changer les choses, c'est donc ce qu'on appelle le BIM. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler. Donc le BIM, c'est un peu le cheval de Troie de la numérisation du secteur du bâtiment. Donc on dit Building Information Modeling, alors il y a plusieurs acceptations. Et donc en fait c'est un modèle 3D avec des donc en mode objet, avec des informations posées sur chaque objet. Donc une porte sait qu'elle est une porte, quand elle se met dans un mur, elle perce le mur. Donc les objets sont intelligents. C'est de nouveaux logiciels aussi que toute l'industrie doit apprendre. Donc il y a une transformation numérique qui se fait de manière assez lente. Et alors BIM, ça veut dire building. À l'origine c'était plutôt Building Information Model, donc c'était vraiment la problématique de modéliser cette maquette numérique. Puis c'est devenu modeling, donc c'est plutôt après toutes les problématiques de comment chacun va modéliser et va essayer de travailler ensemble. Et donc après c'est devenu management, donc il y a vraiment cette problématique de travailler ensemble qui est en train d'arriver derrière. Et donc évidemment cette maquette numérique, ça devient de la data, donc on imagine tous les possibles qui s'ouvrent à partir du moment où d'un plan 2D pas intelligent, on arrive à un modèle intelligent. Donc la maquette numérique, c'est l'avatar numérique du bâtiment, c'est-à-dire que dès la conception, voilà, donc la maquette de l'architecte en haut, qui a construit son bâtiment intégralement donc avec un modèle 3D des informations, et puis en dessous, les modèles des ingénieurs, qui ont aussi toutes les techniques, et donc ça va en fait, ce modèle numérique va rassembler toutes les techniques autour d'une même maquette numérique, et du coup on va avoir évidemment des problématiques de clash, mais qui vont aussi engendrer du dialogue entre les différents acteurs. Donc il y a un consultant qui parle de cette maquette numérique comme un objet frontière, c'est-à-dire que c'est un objet qui va permettre à toutes les techniques de se retrouver autour d'une même entité, et qui va aussi du coup permettre d'engager le dialogue entre les différentes entités. Donc c'est plutôt un vecteur intéressant pour la collaboration et éventuellement pour l'échelle. Donc ce modèle numérique, il a tout un cycle de vie, donc qui commence à ce qu'on a vu, donc la modélisation, donc toutes les phases qui sont en haut. Avec ce modèle, on va faire de l'analyse et valider les calculs des ingénieurs, on va faire la documentation, on va aller, donc c'est ce qu'essaie de faire par exemple Catera, jusqu'à la fabrication.
Sur le chantier, on va pouvoir mieux planifier le chantier, la logistique. Et puis après, tout ça, on va dire que la conception, c'est 5% du prix du bâtiment. La fabrication, on est une vingtaine de pourcents. Et après, il y a toute la partie opération maintenance qui va être quand même 75% du coût du bâtiment sur une vie de plus de 50 ans, on va dire. Donc la maquette numérique, évidemment, si elle est bien conçue au début et qu'elle arrive jusqu'aux mains du client, et ben, elle va pouvoir lui servir après sur tout le cycle de vie du bâtiment, et c'est là où il va y avoir des gains intéressants. Donc actuellement, on est dans cette phase-là, c'est-à-dire qu'en conception, les maquettes commencent à devenir intéressantes, mais après, comment le maître d'ouvrage s'approprie sa maquette, c'est une question qui est en discussion. Et donc, cette numérisation, elle engendre des nouveaux rôles. Donc, j'en suis un exemple, donc de ce rôle de BIM manager qui est un rôle de facilitateur en fait. Premièrement, c'est un facilitateur technique, c'est-à-dire que c'est lui qui va connaître ces nouveaux logiciels et qui va essayer de les apprendre aux autres. Il va aussi y avoir des problématiques d'interopérabilité entre les différents acteurs, donc c'est lui aussi qui va savoir comment on va pouvoir échanger les uns avec les autres. Et puis il va avoir un rôle quand même d'organisation aussi, pour organiser les équipes, en particulier, donc nous on s'intéresse un peu plus à la conception, pour organiser les équipes de conception et savoir qui fait quoi. Et du coup on repense un petit peu, c'est l'occasion de repenser un petit peu la manière dont on travaille et dont on s'organise. Et donc il y a un document aussi qui arrive maintenant qui s'appelle la convention BIM, où comme évidemment ce sont des différentes entités, ce sont des entreprises différentes qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, donc on rédige un document qui est donc un document qui n'existait pas avant, la convention BIM, dans lequel en effet on peut introduire, il y a des notions techniques, et l'idée évidemment c'est d'introduire aussi des notions d'organisation, peut-être d'agilité. Alors comme le secteur est très fragmenté avec plein d'entreprises, on a du mal à faire travailler les gens au même endroit. Donc les plateformes arrivent aussi en masse. L'année dernière on en comptait quasiment une nouvelle tous les 2 mois, donc c'est un marché qui se développe pas mal. Des plateformes pour faire quoi? Alors des plateformes pour échanger les fichiers, c'est la base. C'est un peu, on va retrouver un petit peu les mêmes outils qui ont été développés dans le monde du logiciel. Donc le versionning, le partage des derniers fichiers avec les dernières versions. On va avoir aussi des listes de discussions, des listes de tâches. Et puis là, par exemple, on voit un exemple de plateforme pour la gestion des bugs, où on identifie tous les problèmes de clash entre les différents corps d'état et on essaye de les résoudre. Mais souvent, c'est vrai que ces plateformes sont orientées une fois de plus, un peu sur la technique, c'est-à-dire sur mettre en avant les problématiques, mais pas forcément sur la résolution des problèmes. Et parce que la résolution des problèmes n'est pas forcément technique, c'est plutôt de la méthodologie, et elle n'est pas fournie avec. Donc là, on va enchaîner sur une comparaison entre le BTP et le logiciel. L'idée, c'est que pour utiliser la méthode agile, il va y avoir des éléments similaires sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, et des éléments qui sont différents et pour lesquels on aura peut-être des modifications, ou ça peut être des freins à l'adoption des méthodes agiles. Donc déjà, une petite introduction sur le développement de l'informatique et le développement parallèle de l'informatique pour l'architecture, sachant que l'architecture, donc il y a un peu 2 évolutions qui vont la mener, des évolutions techniques sur la manière de construire elle-même, mais aussi des évolutions sur la manière de représenter le projet, qui permet finalement de faire des projets différents, parce que ce qu'on fait actuellement avec les logiciels de CAO, de 3D ou de BIM, on pourrait typiquement pas le faire à la main, ce serait trop compliqué même à faire la moindre modification. Donc dans les années 60 jusqu'aux années 80, on dessinait à la main. Moi, à l'école, j'ai appris au rotring, dessiner sur des grandes planches à dessin, et on est passé à l'informatique j'ai fait mes études vers les 94, c'était ma première année. On commençait à la main, on finissait sur AutoCAD. Maintenant, je crois que les étudiants font un peu à la main, mais passent rapidement sur l'ordi. Mais effectivement, comme François a dit, AutoCAD c'est un peu une déclinaison informatique du papier. Donc on n'a pas fondamentalement changé la manière de faire, c'est juste qu'on pouvait travailler plus simplement à plusieurs et sur des plus grands plans. Le BIM en 2002, donc, qui correspond à peu près au manifeste agile. Donc ça c'est un peu la période où le BIM est devenu de plus en plus populaire. Il est bien avant, mais c'est là où on a commencé à se dire c'est intéressant. Là c'est une étape au-dessus, c'est-à-dire qu'on rentre dans la 3D, il y a des objets intelligents, c'est qu'un mur et un mur, et il y a une collaboration inter-entreprise. Et le paramétrique, étonnamment, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps dans l'industrie, donc
exemple pour faire des voitures ou des avions, en fait on utilisait paramétrique vraiment depuis 10-20 ans. Et l'idée simple, c'est juste de mettre des paramètres qui sont attachés à une géométrie. C'est-à-dire au lieu que la géométrie ça soit un cube, une sphère, etc. On dit c'est un cube où le paramètre du cube c'est la largeur du cube, qui est par exemple 5 mètres. Et du coup pour bouger le cube, il suffit juste de changer un input de texte. Ouais, pour revenir à l'agile, donc on voit que bon, je ne saurais pas en faire des relations exactes, mais ça donne un peu l'évolution de la pensée entre les deux domaines. Après, dans les deux cas, il y a des équipes pluridisciplinaires, donc de manière un peu différente quand même entre les deux domaines. Dans le logiciel, on a un peu deux étapes, en fait, les gens qui se demandent ce qu'on va faire, donc ceux qui travaillent sur les user stories, ceux qui travaillent sur le design, et ceux qui font finalement concrètement les choses, donc les développeurs, les testeurs, etc. Dans la construction, on a plutôt trois étapes. Une étape de programmation, donc le client, le maître d'ouvrage, définit ce qu'il veut, en fait, ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins des utilisateurs. Après, on a l'étape de conception, qui est l'étape où intervient l'architecte et la maîtrise d'œuvre en général. Il n'y a pas que l'architecte, c'est déjà une équipe. Il peut y avoir des paysagistes, des acousticiens, plein de métiers en fait. Qui est l'étape où on définit ce qu'on va faire, quelle forme, comment on va le faire pratiquement. Et la dernière étape, c'est l'étape de construction, où il faut bien évidemment construire ce bâtiment. Et c'est un peu il y a trois étapes, et dans la construction aussi, il y a beaucoup de corps de métier. Donc c'est vraiment une composite de gens qui ont des cultures assez différentes. Il y a dans les deux domaines, l'utilisateur a la potentialité d'être au centre. Ce n'est pas toujours le cas, disons que dans le logiciel, au départ, ça ne l'était pas, et les gens se sont rendus compte que sortir une app sans savoir à qui on s'adressait et si les potentiels clients allaient aimer, c'était une perte d'argent, parce que beaucoup d'apps allaient finalement à la poubelle. Donc ils ont revu leur manière de faire, il y a eu le Lean Startup, on a sorti des choses progressivement et on s'est dit on fait évoluer le produit au fur et à mesure. En architecture c'est un peu différent dans le sens où les choses ne vont pas à la poubelle parce qu'on finit quand même par construire les bâtiments, mais souvent les bâtiments ne conviennent pas, on ne les aime pas, ils ne sont pas adaptés, du coup les gens les utilisent mal, du coup ils s'abîment, enfin voilà, il y a plein de... Typiquement il y a le cas dans l'urbanisme, il y a le cas des pelouses par exemple, il y a une pelouse et l'architecte a décidé qu'elle avait telle forme et un rectangle par exemple, et en fait les gens ils ont trouvé un raccourci, du coup ils vont au guet et ils abîment la pelouse. Ça c'est le cas typique où on aurait pu faire l'inverse en fait, c'est-à-dire faire la pelouse en avance, attendre que les gens marchent et après on voit finalement c'est là le raccourci, donc on va faire les choses. Donc ça c'est des démarches qui commencent à émerger en urbanisme et en architecture. Après, le média est différent aussi, donc il y a une relation au changement qui n'est pas du tout la même. Donc ça, c'est vraiment pas que l'architecture, c'est l'architecture par rapport au code. Le code, donc il est très modifiable apparemment, mais au final pas tant que ça des fois, parce qu'il y a des logiciels qui sont intégrés dans des systèmes très stratégiques et qu'on ne peut pas bouger du jour au lendemain, comme les choses qui lancent des bombes atomiques ou ceux qui contrôlent les avions. Donc, des fois on a un petit peu peur de bouger le code. Mais apparemment, si supprimer le dossier, c'est très facile. Par contre, l'architecture, donc évidemment, quand c'est au niveau maquette, on peut modifier, mais quand c'est au niveau chantier, toute modification devient extrêmement coûteuse. Donc ça impose quelque chose, c'est que pour que le changement soit possible et pas cher, il faut vraiment qu'il soit le plus en amont possible. Donc là, un des enjeux de l'agile dans l'architecture et dans le hardware en général, c'est vraiment de repousser les choix de conception le plus en amont possible pour qu'il ne soit pas à une phase où on ne puisse plus changer. Après, dans la composition des équipes, il y a quand même, donc là François on a déjà un peu parlé, c'est l'hétérogénéité des équipes. Dans le logiciel, même s'il y a beaucoup de corps de métier, il y a des UX, il y a des PO, il y a des développeurs, ils travaillent tous finalement pour le même client et avec des intérêts qui sont convergents. En architecture, donc comme François disait, il y a typiquement c'est l'exemple des constructeurs et de l'architecte. Le constructeur il doit trouver les erreurs de l'architecte pour augmenter sa marge, et l'architecte doit éviter qu'il y ait des erreurs et que du coup le maître d'ouvrage lui fasse des remarques sur les augmentations de coûts. Donc là typiquement c'est quand même un frein à l'agile, parce que si typiquement l'entreprise de construction n'a pas intérêt à qu'on soit transparent surtout, parce que lui il a intérêt à qu'on fasse des erreurs. Donc comment on résout ça? C'est à voir.
Après, il y a une question de culture d'ouverture. Donc, dans le développement, moi j'ai connu, je me suis formé au développement, je suis devenu développeur, donc j'ai été impressionné par cette culture d'ouverture, mais qui est notamment due à l'open source. En fait. L'open source en développement, en fait, maintenant ça devient clé dans l'écosystème. Tous les logiciels qu'on fait, ils sont basés sur des briques open source. Et ben, rien que ça, ça donne un mouvement de partage qui est énorme. Quand j'ai une question de code, je tape l'erreur que j'ai sur Google, je tombe sur Stack Overflow, j'ai la réponse. En architecture, c'est pas ça du tout. Quand on a une question, on doit galérer à demander assez. Enfin voilà, on doit passer des coups de fil, des fois c'est en ligne, mais pas toujours, etc. Donc il y a une culture d'ouverture, bon, c'est pas rédhibitoire, parce qu'on voit que le mouvement du logiciel dans les années 80-90, avec Microsoft qui cachait tout son code et tout ça, c'est du passé, mais ça existait, donc ils ont pu changer, donc on peut le faire peut-être aussi. Alors qu'est-ce que ça peut être pratiquement l'agile en architecture? Donc là je vais vous montrer quelques exemples de pratiques qui peuvent s'apparenter aux pratiques agiles. Il y en a peut-être d'autres, voilà, mais c'est ce qu'on a vu de plus important. Donc la logique d'atelier. Donc l'atelier, ça m'a fait penser j'ai vu une conférence là, sur le design thinking ce matin et ça ressemble un peu à ce qu'on fait. Après ce serait intéressant de... Je ne sais pas si les gens qui organisent ces ateliers sont conscients du parallèle, mais ce serait intéressant de les contacter. Donc il y a deux types d'ateliers. Il y a les ateliers avec des particuliers, donc des gens qui ne connaissent pas l'architecture. Par exemple, c'est assez courant dans les projets urbains. En fait, ça a plusieurs buts. L'un, ça peut être de crowdsourcer un peu des idées de programmes ou même de connaissance du quartier. En fait, finalement, les habitants, c'est souvent ceux qui connaissent le mieux le quartier, donc c'est bien de les impliquer. Après, c'est aussi une forte influence sur la perception du projet. C'est-à-dire souvent dans les réunions publiques, les architectes ont un peu peur parce qu'ils se font insulter, les gens sont un peu agressifs parce qu'ils ont l'impression qu'on travaille chez eux, mais sans peut-être leur avoir demandé leur avis. Tandis que si on inverse les choses et on commence par leur demander leur avis, ça peut changer leur donne. Après, il y a un autre type d'atelier que j'ai découvert assez récemment. Là, j'habite dans une ZAC nouvelle qui s'appelle la ZAC des Batignolles, en fait, dans le nord-ouest de Paris. Et donc, il y a pas mal, c'est une rue nouvelle, en fait, avec plusieurs bâtiments. Il y a au moins une dizaine de bâtiments sur la rue. Et donc, pour concevoir ces bâtiments, chaque architecte a gagné un concours. Donc, il était sûr de faire le bâtiment. Et après, ils sont passés à la phase étude. Et donc dans l'étude, ils ont fait une nouvelle méthode en fait, qui est d'impliquer, de faire se rencontrer tous les architectes de tous les bâtiments pour concevoir ensemble des adaptations, en fait, des modifications de leur projet pour s'adapter aux voisins. En fait. Pour faire finalement, le but c'était en face en fait, de cette rue, il y avait une expérience où tous les bâtiments étaient un peu disparates. Il y avait des formes très, très variées, il y avait fait un peu de patchwork de l'architecture moderne. Là, ils essaient de faire un peu autrement via la concertation. Il y a une autre expérience, donc c'est WikiHouse, donc c'est de la conception via des systèmes de découpe du bois. En fait, c'est un peu une méthode industrielle qui est passée aux amateurs, en fait, et qui est populaire chez les makers. Donc là, en fait, avec ces méthodes-là, on peut découper le bois de manière très précise et utiliser des fichiers publiés en open source. Donc là, on voit que ça peut commencer à changer la donne, un peu comme GitHub voilà, qui permet de récupérer du code. Là, on peut récupérer des fichiers de découpe. Après, il y a la notion de démo, de visualiser le projet. Donc ça, c'est quelque chose de très important en architecture. Les architectes ont depuis toujours trouvé des méthodes innovantes pour montrer les projets de manière très fidèle. Donc il y a eu, même dès la Renaissance, il y avait des grandes maquettes en bois pour que les gens rentrent dedans, parce que c'est vrai que l'architecture c'est un peu abstrait, c'est de la 3D, on a du mal à rentrer dedans. Et donc là il y a des nouvelles méthodes comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc là l'idée c'est qu'on a des casques immersifs, on rentre dans le projet, même en phase d'amont de projet. C'est connecté avec les maquettes BIM, donc on voit le détail du projet. L'idée c'est quoi? C'est que les remarques reviennent le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'on n'attend pas le chantier pour que le maître d'ouvrage dise bah là c'est un peu étroit l'espace, mais là je ne dis plus rien. Là il peut avoir des feedbacks beaucoup plus renseignés et ça c'est tout à fait cohérent avec la méthode agile. Il y a une autre approche qui inspire plutôt les constructeurs, c'est le chantier Lean en fait, comme dans l'industrie. Donc le Lean c'est devenu finalement une industrie japonaise je crois, où ils
ils cherchaient à optimiser les stocks, à avoir du flux continu et finalement gagner un peu d'argent, mais aussi avoir une visibilité globale sur ce qui se passait. Donc, là, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de problèmes de gestion des entreprises sur un chantier. Les entreprises différentes ont des conflits et beaucoup de malfaçons sur les chantiers viennent des problèmes de coordination. Donc, grâce au Lean, on peut à la fois être plus efficace en utilisant mieux les ressources et anticiper les éventuels problèmes. Enfin, la conception itérative. Donc là, l'idée, c'est typiquement un architecte, souvent il a une grande idée, il fait une forme, tout ça, il gagne un concours. Il ne sait pas trop comment il va le faire, mais voilà, une fois qu'il a gagné, après il fait cheminer le projet jusqu'à ce que ça soit constructible. Mais le problème avec cette approche, c'est que finalement il a testé un peu vite, il n'avait pas le temps, les architectes sont tout le temps charrette. Il a testé un peu vite et finalement c'est peut-être pas la meilleure hypothèse, notamment pour des questions de thermique, pour des questions techniques en fait. Donc maintenant on a également des nouvelles techniques, l'architecture paramétrique notamment, donc là on voit un peu plus concrètement ce que c'est, en fait c'est ce qu'on appelle la programmation visuelle, en fait c'est des espèces de curseurs où on met nos paramètres, qu'on peut bouger librement et donc cette tour par exemple, on peut changer sa hauteur facilement, on peut changer le taux d'ouverture des lamelles ici, et donc on peut même le combiner avec des logiciels thermiques, des logiciels techniques qui vont pouvoir calculer si finalement c'est la forme la plus optimale. Et ça en face amont du projet. Donc ça c'est un peu une révolution de la pratique où les gens vont devoir, enfin en tant qu'architecte on va devoir insister pour qu'ils nous payent pour faire non pas une version du projet mais peut-être 4 ou 5, mais pour le bien du projet, pour avoir finalement testé plus d'hypothèses. Donc voilà, là pour résumer en fait un peu ce qu'on a mis 4 valeurs qui correspondent aux valeurs essentielles de l'agile à appliquer à notre domaine. Donc avoir une vision globale de ce qui se passe, ça c'est le problème un peu numéro 1 en fait, ça c'est le problème des silos, toutes les entreprises ont une vision resserrée du projet, du coup on n'arrive pas à anticiper les problèmes. Intégrer le client dans la conception, donc ça c'est toutes ces questions d'ateliers utilisateurs, d'avoir des feedbacks via des réunions, pourquoi pas en réalité augmentée, mais disons avoir un feedback régulier, que ça ne soit pas sur un mode de critique, mais plus sur un mode d'argumentation, d'acceptation du changement. Fluidifier la collaboration, donc ça on revient à la question des plateformes. Actuellement les échanges se font par téléphone, par mail, par réunion, mais c'est assez laborieux. On n'a pas toute l'information, donc grâce aux plateformes on peut arriver à être plus agile dans la collaboration. Et voilà, intégrer le changement, on en a déjà parlé. Donc on va en arriver un petit peu au concept qu'on a essayé de développer, aussi à l'outil qu'on a essayé de développer. Donc en fait ça remonte à 2015, on avait lu un article d'une boîte qui s'appelle Case, qui concevait des méthodes pour le BIM, qui a depuis été racheté par WeWork, c'était un bon exemple. Et donc eux ils avaient commencé à utiliser Jira pour faire le suivi de bugs, de clash dans les maquettes numériques. Et donc on s'est intéressé finalement au début plus à l'aspect outil, et en fait en tirant un petit peu on a vu que derrière il y avait des méthodes, donc c'est comme ça qu'on a découvert les méthodes agiles. Et on s'est dit tiens, voilà, comment on pourrait commencer à regarder comment ça peut s'appliquer dans le bâtiment, enfin là c'est plus dans nos pratiques à nous quotidiennes. Donc c'est dans le cadre d'Eni Architect, donc je les remercie parce qu'ils nous accompagnent et nous soutiennent sur ce projet. Donc on a commencé assez tôt, en 2012 déjà, pour un data center, justement pour une grande banque. On avait réussi à faire un plateau projet, donc pour le coup on avait réussi à récupérer, à faire venir chez nous les ingénieurs. On avait travaillé tous ensemble, ça a été vraiment une expérience hyper intéressante et qui a vraiment bénéficié au projet. Donc après cette expérience, on s'est dit bon il faut qu'on le refasse. Et on n'a jamais réussi à le refaire, parce que personne ne veut venir travailler chez nous, pourtant on a des super locaux, mais on est sympa. Donc voilà, c'est une idée qui a continué à gamberger. Et en 2017, pour un projet de tour pour la Société Générale, justement, en Algérie, là, on avait bien avancé sur nos réflexions sur l'agile et faire avec les autres. Et donc, on a commencé de manière assez simple, alors justement sans être aidé, c'est une question, avec le système plutôt classique du Kanban, avec des tâches régulières.
Et puis il y a eu plutôt une bonne réaction des gens à l'agence, les gens étaient plutôt curieux de ces pratiques et voilà, sur chaque projet, à chaque fois, j'essayais d'introduire ces pratiques et de voir est-ce que les gens, ça les intéressait ou pas. Alors parfois ça finissait par être abandonné, mais régulièrement quand même, voilà, là, sur un projet à droite, on arrivait quand même à avoir des bons résultats. Alors une des problématiques qu'on a aussi, c'est qu'on travaille sur plusieurs projets en même temps souvent. Donc ça, c'est pas une méthode aussi très recommandée en agile, mais il faut s'adapter. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est plutôt de voir qu'est-ce qui existe actuellement dans la conception et essayer de faire un peu le caméléon et d'adapter l'agile aux pratiques existantes. Donc en particulier, il y a un certain nombre de réunions, de début de projet, des réunions d'études régulières et comment faire pour adapter une temporalité agile sur ces réunions. Alors sur ce projet de la SGA, en plus ce qui est drôle, c'est que finalement en discutant avec le maître d'ouvrage, quelques mois plus tard, on s'est aperçu qu'eux aussi faisaient de l'agile de leur côté dans leur bureau pour leurs problématiques à eux. Et donc chacun faisait un peu de l'agile dans sa propre entreprise, mais pour l'instant on n'a pas réussi à faire un projet un peu plus agile avec plusieurs entreprises en même temps. Alors finalement le modèle qu'on a un petit peu essayé d'élaborer, très théorique pour le moment. Donc c'est qu'en fait on a ces grands rectangles, ce sont des phases. Donc les études de conception, elles sont rythmées par la loi MOP des marchés publics, qui est souvent dérivée pour les marchés privés aussi. Donc il y a des grandes phases, esquisse, APS, APD, où en fait on vient raffiner le projet au fur et à mesure. Donc ça c'est difficile à casser, donc on reste dans le cadre de ces grandes phases qui donnent donc des objectifs à la fin de la phase qui sont les livrables, souvent les plans PDF, mais aussi maintenant les maquettes numériques. Mais par contre, le travail en maquette numérique, souvent il impose du coup que tout le monde échange plus régulièrement ses fichiers. Donc dans cette fameuse convention BIM, on va mettre une temporalité, qui va souvent être de 2 semaines, parfois d'une semaine. Et donc cet échange autour de la maquette numérique, il va finalement rythmer le travail. Donc on va essayer de se caler là-dessus pour faire des réunions de conception. Si on a choisi d'échanger nos maquettes toutes les 2 semaines, on fait des réunions de conception toutes les 2 semaines en décalé, chacun ait le temps de voir la maquette de l'autre. Et puis en continu, par contre, on a un flux de sujets qui arrivent dans le projet et qu'on essaye de régler, de trancher pendant les réunions et sinon de régler au fur et à mesure de l'évolution des études. Alors ce flux de sujets, il se fait principalement par email, avec des emails, des réponses à tous, avec des réponses dans le corps du mail, donc voilà, une problématique de structuration de l'information et de suivi des décisions. Et puis en parallèle, on a ces réunions de conception régulières, sur lesquelles évidemment il y en a un qui doit malheureusement pour lui faire un compte rendu, et ce compte rendu est envoyé à tout le monde, mais évidemment personne ne le lit, on ne ressort que quand il y a un problème. Donc on a 2 grands silos d'information qui ne communiquent pas vraiment entre eux, sauf quand il y a des problèmes. Et donc on s'est dit, si on arrivait à mélanger ces deux silos d'information, si on arrivait à mélanger ces 2 silos d'information dans un outil du coup, pour que tout le monde ait accès à la même information. Donc c'est l'application Brix qu'on est en train de développer, qui va sortir en bêta, on espère, à la fin du mois d'octobre. Et donc là c'est un système de Kanban pour le coup assez classique, mais bon, on va retrouver tous les sujets. Par contre la plateforme va être neutre, c'est-à-dire que chacun va mettre des données à l'intérieur mais va rester propriétaire de ces données. Donc quand on envoie un email, on n'a plus la propriété de l'email sur l'ordinateur de la personne à qui on l'envoie. Donc il n'y a pas le maître d'ouvrage qui va payer la plateforme et qui va pouvoir après retirer les gens ou les rajouter. La donnée est neutre. Et puis après, donc, on a un système de réunion dans lequel pendant une réunion, en fait, on va pouvoir appeler les sujets qui sont traités au cours de l'eau et on va pouvoir retrouver l'historique des échanges qui ont eu lieu entre les réunions, voir aussi les décisions qui ont eu lieu à la réunion d'avant. Donc on va avoir vraiment une intrication entre ce qui se dit en réunion et après les échanges qui ont eu lieu entre chaque réunion. Donc au-delà de cet outil, voilà, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de voir comment on peut développer ces pratiques agiles. Et si on vient ici, c'est pour vous parler un petit peu de ce sujet, mais c'est aussi nous pour récupérer des informations sur les pratiques actuelles, les bonnes pratiques et les manières de faire avec les spécificités de notre filière.
Donc on avait quelques idées, donc en effet la question du coach, du manager, mais c'est pas forcément un coach, plutôt un Scrum Master on va dire. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas fait appel à ce genre de profil, mais c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Donc est-ce qu'il y a des coachs qui s'intéressent au bâtiment? Ça c'est un autre sujet aussi. Il y a cette notion du multi-entreprise, donc est-ce qu'il faut faire des formations justement multi-entreprise pour que les gens viennent et se retrouvent et commencent à dialoguer, parce qu'à un moment il faut amorcer le dialogue de manière plus constructive. Ou est-ce que en fait, un maître d'ouvrage pourrait exiger aussi, quand il fait un appel à une équipe de maîtrise d'œuvre, donc en général on compose, on appelle des bureaux d'études, différents profils qu'évoquait Sébastien, peut-être qu'il faut aussi faire appel à un coach qui va venir aider à organiser l'équipe, des suggestions, des propositions, on est ouvert. Merci.